Mon nom est Bill. Buffalo Bill. Petit joueur. 5 bits et 10 couilles. Mais dis-moi, pied tendre, quel est ton nom? Bill. Tchernobyl. Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, mettez-la dans les commentaires et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, pour rater aucune des autres vidéos, abonnez-vous, mettez le like et la petite cloche. Bon ça y est, on va clôturer cette série sur le nucléaire par l'accident de Tchernobyl. Les différentes vidéos que vous auriez pu voir sur Tchernobyl parlent souvent des conséquences de l'accident. Mais nous, ici, on va voir étape par étape qu'est-ce qui s'est passé et qui a engendré cet accident. Si vous vous intéressez à tout ce qui s'est passé après l'accident, je vous conseille très chaudement la série de HBO Tchernobyl, qui rentre bien dans les détails, même s'il y a à boire et à manger sur certains points. En tout cas, c'est une très bonne approche pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cet accident. Bon, la semaine dernière, je vous ai présenté le fonctionnement d'un REP, un réacteur à eau pressurisée. Il s'avère qu'à Tchernobyl, le réacteur n'était pas un REP, mais un RBMK. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, c'est du russe. Et moi, le russe, je le parle qu'après 2 bouteilles de vodka. Et donc, le principe des RBMK est un peu différent du principe des REP. Ça reste des réacteurs à neutrons lents, il va donc falloir les thermaliser, mais le modérateur, contrairement à un REP, n'est pas l'eau, c'est du graphite. De plus, c'est un réacteur à eau bouillante, un REB, un REB. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Le circuit, qu'on va appeler primaire, va être chauffé jusqu'à mise en ébullition de l'eau. Cette vapeur va directement aller dans le circuit pour faire tourner les turbines et avoir l'électricité et réinjecter directement dans le réacteur. Comme je le disais, il n'y a donc pas de séparation entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Bon, ceci étant dit, il faut bien comprendre que petit a, tout commence par un essai de sécurité. Et petit b, il n'y a rien. Tintin. Ah oui, Tintin au petit b. Donc je disais que tout commençait par un test de sécurité. Et ce test de sécurité doit être validé. Car s'il ne l'est pas, ils ne vont plus pouvoir exploiter la centrale de Tchernobyl. Cet essai consiste à vérifier qu'après avoir coupé l'arrivée de vapeur, on puisse encore alimenter électriquement les pompes de refroidissement sur l'inertie des turbines associées aux alternateurs. Pour bien comprendre le principe de l'inertie, il faut comprendre que la turbine tourne très vite. Elle ne va pas s'arrêter direct. C'est un peu comme quand vous êtes sur votre vélo. Si vous arrêtez de pédaler, le vélo continue d'avancer. Il ne s'arrête pas direct. Et bien la vapeur, c'est comme les pédales, on n'en envoie plus, mais la turbine, c'est comme les roues du vélo, elles vont continuer à tourner. Vu que les alternateurs sont associés à la turbine, le rotor de l'alternateur va lui aussi continuer à tourner. L'alternateur va donc fournir de la tension. Cette tension va nous permettre d'alimenter les pompes de refroidissement et donc de garantir la sécurité de notre réacteur. Pourquoi cet essai est si important? Eh bien, toutes les centrales nucléaires ont des diesels alternateurs de secours. L'avantage du diesel qui fera tourner l'alternateur, contrairement aux turbines, c'est que le diesel, lui, il faut juste du gasoil pour pouvoir faire tourner le rotor de l'alternateur. Mais le diesel, c'est pas comme votre voiture. Il suffit pas juste de tourner la clé. Il met un certain temps à démarrer. C'est pour ça que c'est important de garder de la tension pour alimenter les pompes de refroidissement le temps que ces diesels alternateurs démarrent. Surtout que, comme je l'ai dit plusieurs fois, la puissance résiduelle, il faut continuer à l'évacuer. Sinon, notre réacteur va chauffer trop et ça risque d'engendrer un accident. Un peu paradoxal pour parler de Tchernobyl, je le comprends bien, mais le principe est là. Les ingénieurs de la centrale sont confiants. Donc le 25 avril 1986, tout va bien, on part pour l'essai. Cet essai a des conditions initiales. Et pour respecter ces conditions initiales, il va falloir baisser la puissance du réacteur. Les opérateurs présents dans la salle de contrôle commencent donc à insérer les barres de contrôle pour baisser la puissance de notre réacteur. Donc les opérateurs sont dans la salle de contrôle, commencent à baisser les barres de contrôle, mais à 13h, coup de fil. Oui, allô? Oui, c'est la centrale de distribution. On a besoin de puissance sur le réseau, donc est-ce que vous pourriez rester à mi-puissance sur votre réacteur jusqu'à 23h? Donc du coup, l'essai est reporté à dans la nuit. Le réacteur est mis à mi-puissance et on attend la reprise de la descente de puissance pour pouvoir faire notre essai. Donc à 23h, on reprend la descente des barres de contrôle, on baisse la puissance du réacteur. La puissance doit être comprise entre 700 et 1000 MW et à minuit 5, on est à 720 MW, pile poil dans les conditions pour réaliser l'essai. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les poisons neutroniques, vous savez ce qui est en train de se passer. Pour les autres, on va reprendre rapidement. Vous vous rappelez, à 13h, le réacteur a été stabilisé à mi-puissance. Il y a eu donc une baisse de puissance qui s'est arrêtée à 13h. Et là, il est minuit. On est donc à 11h après. Et qu'est-ce qui se passe une dizaine d'heures après avoir baissé fortement la puissance? On a la création de Xenon 135. On est même au pic Xenon. Formation
d'anti-réactivité, consommation de neutrons, réactivité qui descend, donc puissance qui descend. Le réacteur est empoisonné. La puissance du réacteur baisse tellement qu'on en arrive à 30 MW de développé. Il n'y a donc pas assez de puissance électrique développée par le turbo-alternateur pour pouvoir alimenter les pompes de réfrigération. L'essai donc devrait déjà être annulé, mais l'équipe s'entête. Il faut réussir cet essai. Je vous ai dit que la puissance baissait, donc c'était à cause de la réactivité qui baissait. Comment on peut contrer la baisse de réactivité? Tout simplement en l'augmentant. Et pour augmenter la réactivité, on lève les barres de contrôle. C'est exactement ce que les opérateurs vont faire. Et ils arrivent enfin à monter la puissance du réacteur. Ils arrivent à atteindre 200 MW. Pour bien vous rendre compte, sur un RBMK, il y a 167 barres de contrôle. Et bien sûr, ces 167 barres de contrôle, il n'y en a plus que 9 qui sont insérées dans le réacteur. Toutes les autres sont levées. À 1h23, il est enfin décidé de faire cet essai de sécurité. Les vannes d'alimentation de vapeur sont fermées. Les turbines continuent à tourner sur leur inertie. L'alternateur, conformément à ce qui avait été pensé, continue à délivrer sa tension. Les pompes de refroidissement font leur office et ralimentent en eau le réacteur. Cependant, la turbine ralentit de plus en plus. La tension délivrée par l'alternateur baisse donc de plus en plus. Les pompes ont un débit de plus en plus petit. Il y a donc de moins en moins de réfrigération de notre cœur. Et là, voici le premier problème de conception des réacteurs RBMK. Ils sont surmodérés. Surmodérés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la température monte, la réactivité monte aussi. Contrairement aux réacteurs sous-modérés, qui eux marchent à l'inverse. Si la température monte, la réactivité diminue. Et donc vous comprenez bien que c'est sans fin. La température monte, donc la réactivité monte, donc la température monte, donc la réactivité monte, etc., etc., etc. On monte en réactivité, grand patin. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'on était au pic xénon, qu'il y avait un apport d'anti-réactivité. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le poison neutronique, vous savez que le xénon 135 va absorber des neutrons pour se transformer en xénon 136. Mais le fait que la réactivité monte, on a donc plus de neutrons, donc on a plus de capture par le xénon 135, donc la concentration de xénon tombe. Si la concentration de xénon tombe, il y a moins d'anti-réactivité, il y a donc plus de réactivité. On vient encore rajouter de la réactivité. Et donc, la température du cœur monte à cause de ces événements cumulés. Et c'est donc bien à ce moment que le réacteur s'emballe. Oui, je sais, je l'ai recyclé, mais celle-là me fait marrer. C'est à ce moment que l'équipe de conduite se dit qu'il est temps d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Ce bouton s'appelle AU5 et a pour but de faire descendre toutes les barres de contrôle au fond du réacteur, sauf qu'on a vu que le cœur chauffait. Eh bien, la température est tellement élevée dans le cœur que ce qui doit guider les barres de contrôle est complètement tordu. Les barres de contrôle donc s'arrêtent. Mais c'est pas la pire chose qui pouvait arriver, car encore une fois, il y a eu un problème à la conception du réacteur RBMK. Le bout des barres de contrôle est en graphite. Et vous vous rappelez de ce que j'ai dit en début de vidéo? Mais le modérateur, contrairement à un REP, n'est pas l'eau, c'est du graphite. Donc, en insérant tous les mécanismes, on a rajouté du graphite au sein du cœur. On a donc ralenti plus de neutrons, donc fait plus de fission, et on a encore augmenté notre réactivité au lieu de la diminuer. Il faut bien comprendre qu'à ce moment, la réactivité est tellement élevée, il y a tellement de fission qu'il va y avoir un phénomène qu'on appelle la radiolyse de l'eau. Donc la radiolyse de l'eau, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va faire un peu d'étymologie. Le suffixe lyse de radiolyse, ça veut dire destruction. Eh ouais, c'est pour ça que j'aime les analyses. Pourquoi? Donc je disais, le suffixe lyse, ça veut dire destruction. Alors radio, ça veut dire rayonnement. Donc détruit par les rayonnements. En fait, les molécules d'eau vont être détruites par les rayonnements. Donc pour faire ça, voici l'équation bilan. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on a de l'eau en présence de rayonnement, on récupère du dioxygène et du dihydrogène. Et ça, c'est notre problème. Bien pourquoi c'est un problème? Parce que le mélange dioxygène-dihydrogène, à une certaine concentration, ça explose. Et donc, à l'instant où les barres de contrôle sont enfoncées dans le réacteur, la réactivité est telle qu'on atteint cette concentration où ça explose. Et c'est à cet instant que la dalle de béton de 2000 tonnes est expulsée et que tous les produits radioactifs qui sont dans la centrale vont être mis à l'extérieur pour être éparpillés partout en Europe. Mais ça, vous le savez très certainement. Et si vous ne le savez pas, encore une fois, je vous conseille la série HBO de Tchernobyl qui permet de voir les tenants et les aboutissants et surtout, les risques compris, ou plutôt qu'on a obligé de prendre, aux liquidateurs, aux mineurs et tout le personnel qui a essayé de résorber cet accident. Il est temps pour moi de faire l'annonce du youtubeur lambda. La semaine prochaine, c'est une vidéo spéciale. Ensuite, je pars en vacances. Je reviens au mois de janvier et on reprend des explications. Alors mettez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai dès la rentrée. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Dis-moi pied tendre, tu as aimé cette vidéo? Alors il y a celle de la semaine dernière juste ici. Si par contre tu veux en rater aucune, il y a le petit bouton pour cliquer pour s'abonner.
Alors vas-y, c'est gratuit.